Intro. Dans les bois profonds du Montana, le silence signifie toujours quelque chose. C'est un vieux dicton, mais pour Tom Howard, c'est devenu une réalité terrifiante. C'était un homme qui pouvait lire la nature sauvage comme un livre. Mais le mystère qu'il a découvert est un mystère auquel personne n'était préparé. De nouveaux rapports font enfin surface sur les objets véritablement choquants découverts dans sa cabane. Cela va bien au-delà d'une simple affaire de personnes disparues. Cela implique des journaux cryptiques, des artefacts étranges et un blocus fédéral de sa propriété. Le silence dans la vallée de Yaak a été brisé, et ce qui en sort en hurlant est horrifiant. La disparition. Tom Howard n'était pas qu'une star de télé-réalité. Pour des millions de personnes, il était authentique, le dernier d'une race en voie de disparition. Un homme qui avait tourné le dos au monde moderne pour vivre une vie de pure autosuffisance dans la brutale et magnifique vallée de Yaak au Montana. C'est un endroit qui ne pardonne pas les erreurs. On parle d'hivers qui descendent à moins 40 degrés, avec des congères qui peuvent enterrer une maison. Et écoutez ça, la vallée de Yaak abrite l'une des populations de grizzlies les plus denses des 48 États continentaux. Survivre là-bas n'est pas un passe-temps, c'est une guerre à plein temps contre la nature. Et Tom Howard en était le roi incontesté. Alors, voici l'affaire. Quand la fumée de la cheminée de Tom a cessé de s'élever pendant 3 jours, puis 5, puis une semaine entière, les habitants ont été plus qu'inquiets. Ils ont eu peur. Ce n'était pas le genre de Tom. C'était un homme qui vivait au rythme du soleil. Et son rythme s'était soudainement arrêté. Fin octobre, avec la neige qui s'accumulait déjà, une paire de gardes forestiers a finalement fait le trajet jusqu'à sa propriété. Leur motoneige gémissait à travers les pins denses, l'air si froid qu'il semblait être du verre. Quand ils sont arrivés, la scène était immédiatement, terriblement anormale. Le pick-up de Tom était là, un monticule de blanc avec juste un soupçon de peinture bleue visible. Mais ses chiens, ses compagnons constants et loyaux, ils avaient disparu. Pas un seul aboiement, pas une trace. La cabane elle-même était un tombeau. La porte d'entrée, que Tom sécurisait toujours avec une lourde barre en bois sculptée à la main, était juste, légèrement ouverte. Elle était entr'ouverte, cognant doucement dans le vent. Aucun homme des montagnes, surtout pas Tom Howard, ne laisserait jamais sa porte non sécurisée. Pas avec des grizzlies et des pumas comme plus proches voisins. Le premier garde a poussé la porte, sa main sur son arme de service. « Tom !» a-t-il appelé. La seule réponse fut le sifflement du vent à travers les interstices des rondins. L'intérieur était encore pire. C'était sombre, silencieux et absolument glacial. L'âtre, le cœur battant de toute cabane, était froid comme la pierre. De la cendre et des bûches à moitié brûlées reposèrent dans la cheminée, couvertes d'une légère couche de givre qui avait soufflé par la porte ouverte. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'un âtre froid en hiver n'est pas juste un inconvénient, c'est une condamnation à mort. Cela signifie que le froid a gagné. Sur la table, une peau de cerf était encore tendue sur son cadre, à mi-chemin du processus de tannage. Le couteau fait main de Tom, celui pour lequel il était célèbre, était posé à côté, sa lame luisant. À côté, une vieille tasse avec un film de café noir gelé. C'était comme une photographie. On aurait dit exactement que Tom Howard s'était juste levé, avec l'intention de sortir une minute, et n'était jamais revenu. Mais le plus fou, sur le mur du fond, un calendrier était figé dans le temps. La dernière date entourée en rouge, le 3 octobre, 2 semaines complètes avant l'arrivée des gardes. Et épinglé au mur juste à côté, maintenu par un petit couteau à dépouiller, se trouvait un morceau de cuir tanné. Gravé dessus, 4 mots qui ont glacé le sang des gardes. Garde le feu vivant. Ce n'était pas un rappel, cela ressemblait à un avertissement. Ils ont fouillé chaque coin, l'équipement de trappe, l'espace de rangement du grenier, la remise à provision. Rien, aucun signe de lutte, pas de sang, et aucune empreinte de pas menant hors de la cabane à part les leurs. C'était, comme l'a dit un garde, comme s'il s'était évanoui dans les airs. Mais quelque chose dans l'air semblait anormal, lourd, chargé. Puis, l'un d'eux, en vérifiant les planches près du poêle à bois, l'a remarqué. Un faible bourdonnement. On pouvait le sentir plus que l'entendre, vibrant à travers les semelles de leurs bottes. Et sous le grand tapis en peau d'ours, ils ont trouvé le contour faible et carré d'une trappe en bois. Une trappe qui n'était sur aucun des plans connus de Tom. Une trappe dont personne ne connaissait l'existence. Mais ce qu'ils ont trouvé sous cette trappe n'était jamais censé être vu. Une bibliothèque de peur. Les gardes se sont regardés. Ce bourdonnement venait de sous le plancher. C'était une pulsation basse et rythmique, comme un moteur massif tournant au ralenti profondément dans la terre.
L'un d'eux s'est agenouillé et a placé une main gantée sur le bois. C'était chaud. Dans une cabane qui était à moins 8 degrés, cet endroit précis était notablement, impossiblement chaud. Avec un grognement, ils ont écarté le lourd tapis, révélant un anneau en fer encastré dans les planches. Il leur a fallu tous les deux pour l'ouvrir. La trappe a grincé sur ses vieilles charnières et une bouffée d'air froid et rance leur a explosé au visage. Mais cet air était différent. Ils sentaient la terre humide, la résine de pin et autre chose. Cette même odeur, âcre et métallique de la cabane, mais 100 fois plus forte. Leurs lampes torches ont percé l'obscurité, révélant un escalier étroit et raide creusé directement dans la terre. Ce n'était pas une cave à légumes, c'était un bunker. Ils sont descendus, leurs bottes soulevant de la poussière qui n'avait pas été dérangée depuis des lustres. Le bourdonnement était plus fort ici, vibrant dans leur poitrine. Et ce qu'ils ont trouvé a fait dresser chaque cheveu sur leur nuque. Des dizaines et des dizaines de journaux reliés en cuir. Ils étaient empilés dans de vieilles caisses en bois, chacun scellé avec de la corde et de la cire. Le plus ancien qu'ils ont trouvé datait de 1972, des années avant que Tom ne devienne une figure publique. Et chaque journal était marqué d'un symbole étrange sculpté à la main. Un cercle parfait, divisé par une seule ligne dentelée en plein milieu. Ils ont contacté leur supérieur par radio et on leur a dit de documenter, mais de ne toucher à rien. Mais l'un des gardes, il n'a pas pu s'en empêcher. Il a brisé le seau de cire sur le journal le plus récent. Les pages étaient recouvertes de la petite écriture méticuleuse de Tom. Au début, c'était exactement ce à quoi on s'attendrait. Des notes sur les saisons de train, des cartes dessinées à la main des sentiers de chasse, des modèles météorologiques. Mais ensuite, environ à mi-chemin, l'écriture a commencé à changer. Le ton est passé de la survie à la peur. Une entrée disait « La lumière est revenue la nuit dernière. Les chiens se sont cachés sous le lit. Je l'ai entendu bourdonner à travers les arbres. Pas un hélicoptère. » Une autre, datant de quelques mois seulement, était encore plus glaçante. Les voix sont revenues, portées par le vent. Elles n'utilisent pas de mots, mais je les comprends. Elles promettent, elles ont faim. Certaines entrées étaient tachées, l'encre brouillée par ce qui ressemblait à de l'eau, ou peut-être des larmes. Plusieurs pages étaient complètement arrachées. Et écoutez ça. L'un des journaux avait un trou net en son centre. Les gardes l'ont reconnu immédiatement. C'était un trou de balle. Mais les croquis, c'est ça qui les a brisés. En feuilletant les pages, les cartes et les dessins d'animaux ont été remplacés par autre chose. Des croquis de grandes figures ombragées se tenant parmi les pins. Des figures aux membres impossiblement longs et à ce qui ressemblait à des yeux réfléchissants. Dans un dessin, 3 des figures se tenaient juste derrière la cabane de Tom, regardant par la fenêtre. Et dans le coin de cette page, une date. Les gardes ont vérifié leur dossier. La date correspondait exactement au jour où le département forestier local avait enregistré une série d'appels frénétiques concernant des sons aériens inconnus résonnant à travers la vallée. Plus il lisait profondément, plus c'était clair. Tom Howard ne documentait pas seulement sa vie dans la nature. Il documentait une guerre secrète contre quelque chose qui vivait dans ces bois avec lui. Quelque chose qu'il combattait seul depuis des décennies. Glissé à l'intérieur de la couverture arrière du tout dernier journal, se trouvait un morceau de vieux parchemin plié, scellé avec de la cire rouge. Après l'avoir soigneusement ouvert, ils ont lu les lettres tremblantes. Si vous lisez ceci, il est déjà trop tard, c'est éveillé. À ce moment exact, la radio du garde en chef a crépité de parasites puis s'est éteinte. La cabane au-dessus d'eux a gémi, un son fort et lourd, comme si quelque chose de massif venait de bouger sur le toit. Et puis, chaque lumière s'est éteinte d'un coup, plongée dans le noir complet, dans le silence souterrain. Et dans cette obscurité, tout le monde l'a entendu. 3 coups lents, pas venant de la porte de la cabane, du mur de terre, juste à côté d'eux. Ils se sont précipités dehors, scellant la trappe, mais le secret était déjà sorti. Effacer les preuves. Les gardes ont jailli de cette cave, le cœur battant, et ont pris leur téléphone satellite. Ils n'ont pas appelé le shérif. Ils ont appelé le seul numéro que leur supérieur leur avait donné pour une anomalie de niveau 5. Et tout l'enfer s'est déchaîné. En moins de 12 heures, la vallée de Yak était inondée. Mais pas par la police, par des SUV noirs, des camionnettes banalisées et des camions de style militaire avec des antennes tournant sur leur toit. Des hommes en uniforme sombre et stérile ont établi un périmètre, bloquant la seule route d'entrée et de sortie. On a dit aux habitants qu'il y avait un déversement chimique et de rester chez eux. C'était un mensonge et tout le monde le savait. Les témoins, les quelques-uns qui ont osé jeter un œil à travers leurs rideaux, ont décrit avoir vu des équipes en
Combinaison hazmat complète entrée dans la cabane de Tom. Ils ne mettèrent pas les preuves en sac. Ils désinfectaient. Ils ont installé des tours radio et du matériel de surveillance profondément dans la forêt. Et l'air bourdonnait d'un nouveau type de parasite. Des drones, silencieux et noirs, tournoyaient au-dessus, scannant chaque centimètre carré du terrain, jour et nuit. Le shérif local, furieux, a conduit jusqu'au nouveau point de contrôle et a été accueilli par un homme en costume noir qui n'a même pas donné son nom. Le shérif s'est vu remettre une lettre officielle scellée d'une agence à 3 lettres. Le message était simple. Arrêtez votre enquête. Remettez tous les documents, photos et preuves. C'est maintenant une affaire de préoccupation nationale. Et la trappe ? Celle que Tom avait cachée si longtemps. Les fédéraux ne l'ont pas juste verrouillée. Ils ont fait venir un camion toupie jusqu'en haut de cette montagne. Et ils ont rempli toute cette pièce souterraine, journaux et tout, de béton armé. Ils n'ont pas juste scellé le secret. Ils l'ont enterré, définitivement. Mais voici le hic. On ne peut pas enterrer un secret qui respire déjà. Les rapports locaux ont commencé à affluer. Et ils étaient terrifiants. Un vieux trappeur nommé Bill, qui vivait à environ 8 km en aval de la vallée, a affirmé avoir commencé à entendre un nouveau son la nuit. Un hurlement bas et mécanique. Il a dit que ce n'était pas un loup et ce n'était pas le vent. C'était, selon ses mots, comme du métal raclant contre de l'os. Et ça venait toujours de la direction de la cabane de Tom. Un chasseur, s'aventurant près de la nouvelle zone restreinte, a dit que son GPS et son téléphone sont morts instantanément. Sa boussole tournait juste follement en cercle. Il a juré que, en reculant, il avait vu de faibles lumières bleu pâle scintillant entre les arbres, flottant juste au-dessus de la neige, la faune. Elle a tout simplement disparu, du jour au lendemain. Les cerfs ont arrêté de venir aux pierres à sel. Les loups se sont tus. Les bois, autrefois vivants, étaient maintenant morts. La terre elle-même semblait anormale, maudite. C'était comme si Tom avait été une sorte de gardien, tenant à distance quelque chose d'ancien et d'affamé. Et maintenant qu'il était parti, la chose qu'il avait gardée enterrée était enfin libre. Même les gardes forestiers, aussi endurcis soient-ils, ont commencé à être effrayés. Ils recevèrent des appels de randonneurs de l'autre côté de la vallée, signalant des cris gutturaux résonnant à travers les crêtes. Les drones de recherche envoyés pour cartographier la forêt autour de la cabane perdaient soudainement le signal et s'écrasaient, l'un après l'autre, tous près des mêmes coordonnées. Les coordonnées de la propriété de Tom Howard. Les fédéraux sont partis aussi vite qu'ils étaient venus. Ils ont posté de nouveaux panneaux « Propriété privée, entrée interdite, robuste », citant une instabilité environnementale. Et le sentier vers la cabane de Tom a été discrètement effacé de toutes les cartes publiques. Mais le silence qu'ils ont laissé derrière eux n'était pas paisible. C'était le son de quelque chose qui attendait. Même les amis les plus proches de Tom savaient que c'était loin d'être fini. La nouvelle du blocus fédéral et de la cabane remplie de béton s'est répandue comme une traînée de poudre. Et elle a finalement atteint les oreilles des seuls autres hommes sur Terre qui comprenaient vraiment Tom Howard. Ses compagnons, hommes des montagnes. Eustace Conway, depuis son refuge en Caroline du Nord, a donné une rare et sombre interview. Tom n'était pas juste un personnage, a-t-il dit, la voix lourde. C'était la lame la plus aiguisée du tiroir. Il comprenait la terre, les esprits, les choses qui bougeaient dans les ombres. Si quelque chose a assez effrayé Tom Howard pour qu'il l'écrive, alors c'était réel. Et c'était dangereux. Marty Meyer-Otto, le trappeur de la nature sauvage de l'Alaska, a fait écho au même sentiment glaçant. Il a révélé que vers la fin de leur dernière session de tournage ensemble, Tom était devenu silencieux, renfermé. Il trouvait Tom juste à fixer la ligne des arbres pendant des heures, comme s'il écoutait quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Il m'a dit que la forêt avait changé, a dit Marty. Il m'a dit, ce n'est plus silencieux, Marty, ça attend. Ou trop. Que pensez-vous que Tom Howard a vraiment trouvé dans cette cave ? Était-ce une relique ancienne ou quelque chose qui n'est pas de ce monde ? Dites-nous votre théorie dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner, parce que la vérité est encore là, quelque part.